Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu as cette sensation étrange. Comme si tu pouvais faire plus, être plus, mais quelque chose bloque. Tu te compares, tu regardes les autres grimper pendant que toi tu piétines. Et tu finis par croire que certains sont juste faits pour oublier. Mais si je te disais que le génie, c'est pas un éclair du ciel. Non. C'est une braise que tu peux rallumer maintenant. Ce que tu vas entendre là, ce n'est pas une leçon. C'est un rappel. Oui, un rappel. Car c'est un miroir de ce qui vit en toi depuis toujours, mais que t'as peut-être oublié. Prends ces prochaines minutes comme un acte de rébellion, une façon de dire au monde, je suis là et je vais créer quelque chose qui vaut la peine d'exister. Il y a cette citation d'Emerson qui me trotte souvent dans la tête. Dans chaque œuvre de génie, nous reconnaissions nos propres pensées, que nous avons rejetées. C'est assez frappant, non ? Ah oui, ça interpelle. On a tous fondamentalement la même structure cérébrale alors. Exactement. Alors pourquoi certains individus atteignent des sommets incroyables et pas d'autres ? Qu'est-ce qui se passe ? Justement, aujourd'hui, on va essayer de creuser ça. Cette question de l'excellence, ou ce qu'on appelle parfois la maîtrise. C'est quoi, au fond, qui distingue ceux qui réalisent vraiment, pleinement leur potentiel ? Oui, l'idée c'est un peu de décortiquer les mécanismes, tu vois, d'aller au-delà de l'idée un peu facile du talent inné, du don qui tombe du ciel. On va chercher à comprendre les ingrédients clés, les étapes qui mènent à cet accomplissement. Parce que cette image du génie né, Mozart qui compose à 5 ans, Léonard Vinci, elle est super tenace. C'est clair. Pourtant, on sait bien que beaucoup d'enfants qu'on dit prodiges, ils ne deviennent pas forcément des maîtres plus tard. Et inversement. Tiens, l'exemple de Charles Darwin et son cousin Francis Galton, il est assez parlant. Ah oui, c'est un cas d'école passionnant ça. Galton, c'était le prodige reconnu, un QI bien au-dessus de la moyenne pour l'époque, vraiment brillant. Et Darwin ? Et Darwin lui-même se décrivait comme plutôt ordinaire. Il disait être lent à comprendre, avoir du mal avec les raisonnements très abstraits. C'est fou quand on y pense. Parce que c'est Darwin qui a révolutionné notre vision du monde, pas Galton. Exactement. Alors si c'est pas juste le QI, qu'est-ce qui a fait la différence pour Darwin ? Mais ce qui ressort vraiment, c'est sa passion. Une passion presque, dévorante, dès l'enfance pour observer la nature, collectionner des spécimens. C'était plus qu'un simple hobby alors ? Ah oui, bien plus. Et puis, il y a eu ce voyage sur le Beagle. Ça a été le déclencheur, tu vois. Ça a transformé cette inclination profonde en une vraie vocation. D'accord. Et après ça, il a mis une énergie. Mais une énergie folle. Il a accumulé des preuves pendant des années. Il a exploré des sujets que tout le monde laissait de côté. Comme les bernaches, c'est ça ? Et voilà, 8 ans à étudier des bernaches. Ça peut sembler un peu bizarre, un peu obscur, mais pour lui, c'était essentiel. Pour tester ses idées, pour asseoir sa crédibilité, c'était une persévérance incroyable, nourrie par un désir de comprendre. Donc si on essaye de dégager un schéma à partir de Darwin, qu'est-ce qu'on retrouve chez ces maîtres ? Il y a quoi comme élément récurrent ? On voit souvent 3 choses émerger. D'abord, cette inclination très forte, très personnelle pour un domaine. Quelque chose qui vient de l'intérieur, un appel, presque. Une sorte de connexion spéciale. C'est ça. Ensuite, il faut une opportunité, une rencontre, un événement, quelque chose qui permette à cette inclination de s'exprimer, comme le Beagle pour Darwin. Et enfin, 3e point, un apprentissage. Mais un apprentissage intense, acharné même. Sauf que ce n'est pas vécu comme une corvée. Pourquoi ? Parce qu'il est porté par ce désir profond de comprendre, de progresser dans ce domaine qui les passionne. Ce désir, cette dimension émotionnelle, affective, ce serait ça le vrai moteur en fait, plus que l'intelligence pure. Ah, mais complètement. L'intelligence seule, ça ne suffit pas quand ça devient dur. Quand il faut affronter l'ennui, les tâches répétitives, les doutes, les critiques. Oui, on imagine bien. C'est l'enthousiasme, la patience, la confiance qu'on développe dans son travail, cet attachement presque affectif à ce qu'on fait. C'est ça qui permet de tenir bon. Sans ça, le cerveau se ferme, on abandonne au premier vrai obstacle. C'est intéressant aussi de voir comment les obstacles à cette quête ont changé. Avant, c'était souvent des barrières sociales, la classe sociale, le genre. Oui, des barrières très externes, très concrètes. Alors qu'aujourd'hui, on a un accès à l'information qui est dingue. Une liberté de suivre ses envies bien plus grande, en théorie. C'est le paradoxe, oui. L'accès est là, mais un nouvel obstacle apparaît. Plus
plus insidieux peut-être. C'est une sorte de culture ambiante qui parfois dénigre un peu l'effort sur la durée et la discipline. Ah oui, comment ça? La maîtrise, ça demande du temps, de la concentration, ça peut sembler ringard, vieux jeu, face à la vitesse, à l'immédiateté, à la promesse que la technologie va tout régler facilement. La tentation de la facilité, quoi. Exactement. La tentation de la passivité, de se laisser porter. C'est vrai que le monde est complexe, il nous submerge d'infos, du coup c'est tentant de se replier un peu. Et ça peut avoir des conséquences? Cette culture de la facilité, cette passivité, on risque de se brider soi-même. Mais oui, c'est ça le danger. Ça nous contamine sans qu'on s'en rende compte. On commence à limiter nos ambitions, on écoute plus les autres que notre petite voix intérieure, on choisit une carrière parce que, c'est raisonnable, mais sans vraie flamme. Et ça mène où, ça? Souvent à la frustration, au sentiment de ne pas être à sa place, d'avoir gâché quelque chose, un potentiel créatif. Et ce n'est pas juste une impression, les neurosciences le montrent bien, le cerveau est plastique. Nos pensées, nos actions, ça le façonne. Si on reste passif, si on ne se lance pas de défis, on crée un paysage mental plus pauvre, moins adaptable. Donc finalement, cette quête de la maîtrise, c'est pas juste un truc pour une élite ou pour le plaisir personnel. C'est peut-être une nécessité aujourd'hui pour rester maître de sa vie, pour affronter les problèmes complexes. On peut vraiment le voir comme ça, oui. C'est un choix actif. Le choix de cultiver son esprit par l'action, par l'effort ciblé, plutôt que de subir ou de chercher la facilité à tout prix. C'est refuser une sorte d'atrophie, en fait. C'est chercher à repousser un peu les limites de ce qu'on peut faire. Donc, pour résumer un peu tout ça, atteindre l'excellence ou la maîtrise, c'est moins une histoire de don magique reçu à la naissance que le fruit d'une alchimie, tu vois. Il faut trouver cette connexion profonde avec un sujet, y mettre un désir fou, une énergie considérable, et puis avoir cette discipline, cette persévérance pour résister au doute et résister aussi à cette sirène de la facilité qui nous entoure. Ça fait penser à ce que disait Nietzsche. Il disait que les grands hommes se sont faits génies, pas nés comme ça. Comment? Par une solide conscience artisanale. Ils trouvaient du plaisir, disait-il, à parfaire les parties. Ah, c'est beau ça. Oui. Alors, dans notre monde obsédé par l'immédiat, le résultat rapide, quels petits détails, quelles micro-compétences on pourrait choisir de polir aujourd'hui, juste pour le plaisir, pour la beauté du geste, comme l'artisan, histoire de renouer avec ce processus lent, patient, ce processus d'apprentissage continu qu'est la maîtrise. Voilà. Maintenant tu sais, ce n'est pas le talent qui fait les grands. C'est l'amour qu'ils mettent dans leur chemin, l'obsession de progresser, le refus d'abandonner, même quand tout devient flou. Et toi? Oui, toi. Qu'est-ce que tu vas choisir d'approfondir maintenant? Quelle étincelle vas-tu nourrir au quotidien? Retiens ça. Tu n'as pas à faire tout d'un coup. Je répète, tu n'as pas à faire tout d'un coup. Mais il faut commencer. Commence aujourd'hui. Et surtout, reviens. Car ici, on parle à la part de toi que personne ne voit, mais qui veut changer le monde. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour ton attention et si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker et de partager à tes proches. Hey! Abonne-toi pour activer ta puissance si c'est Autic Mindset.